Salut à toutes et salut à tous, on se trouve aujourd'hui réunis pour une toute première vidéo autour d'un petit sapin de Noël où nous allons parler d'une œuvre, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Médée de Jean Anouilh. Alors, première question, pourquoi Médée? Pourquoi pas avoir choisi Antigone? La réponse est assez simple, c'est parce que tout d'abord Médée est une œuvre qui est formidable, qui est très intéressante, qui reflète parfaitement la psychologie de l'auteur et sa vision du monde, mais au-delà de ça, il y a aussi que tout le monde connaît Jean Anouilh pour Antigone, parce qu'il a étudié à l'école en réalité. Mais personne ne s'est jamais réellement plongé sur les autres textes de Jean Anouilh, et notamment Médée, qui est une pièce adaptée d'une autre pièce de Sénèque. Alors, l'objectif de cette vidéo est double, puisqu'il s'agit tout d'abord de vous donner envie de lire Médée, mais également d'analyser l'œuvre, pour porter un certain regard critique sur le texte, mais également analyser la vision politique de l'auteur et sa vision du monde au travers de ses écrits. Une interrogation qui pourrait venir serait de savoir pourquoi est-ce que Jean Anouilh décide souvent d'adapter du théâtre antique. En fait, la réponse est assez simple, c'est que Jean Anouilh a connu une période qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, et que Jean Anouilh en a déduit une chose, c'est que le monde est fait de nuances, et que personne n'est blanc, personne n'est noir, tout le monde est gris. Et ça, on le retrouve justement dans le théâtre antique. On va le retrouver chez Échille et on va le retrouver chez Sophocle notamment, mais aussi chez tous les autres. Et l'idée centrale qui se dégage de cette analyse, c'est la même qu'on trouve d'ailleurs chez Racine, avec ses adaptations de pièces tragiques classiques. Et c'est que on est à la fois pris de pitié et de dégoût pour chacun des personnages de l'œuvre. Quand on reprend Antigone, que ce soit Créon, que ce soit Antigonée, on se sent à la fois proche d'eux et à la fois on en est dégoûté. À la fois on aimerait être comme eux, et à la fois c'est ce qu'on détesterait. Et cette idée qu'il n'y a ni bien ni mal, on la retrouve chez un auteur, vous devinez lequel, ça va être Friedrich Nietzsche, avec son fameux ouvrage Par-delà bien et mal, mais aussi la généalogie de la morale. Et c'est surtout sur ces ouvrages qu'on va s'appuyer pour essayer d'analyser la vision d'Anouilh. Alors, comme je le disais, l'idée c'est qu'il n'y a ni bon ni mauvais, ni juste ni injuste. Et on se retrouve avec des situations, avec des Jasons et des Médées, où on a à la fois un Jason qui pourrait être héroïque, et à la fois un Jason qui oblige à sa morale. Et d'un autre côté, on a une Médée qui est amorale, mais une Médée à qui on ne veut pas ressembler. Un peu comme l'étranger de Camus, où on a à la fois un étranger qui se substitue aux règles, et à qui on aimerait ressembler, mais à la fois quelqu'un qui est assassiné par pur sang-froid, et à qui on ne voudrait pas ressembler. Et on a notamment une scène à la fin de l'œuvre, où Médée arrive sur un grand et beau cheval, bon, il est vertueux, il arrive, et il offre son pardon. Il offre son pardon, mais pas seulement, il offre aussi sa pitié. Il reconnaît que l'autre être est pitoyable, Médée est pitoyable, et lui l'offre. Il lui dit « Tiens, prends ma pitié, prends. » Mais si notre cher, bon, tendre et vertueux Jason donne sa pitié et offre son pardon, ce n'est pas pour rien. En réalité, c'est pour affirmer sa supériorité morale sur Médée, en disant « Je te pardonne car tu étais dans le mal, moi je suis dans le bien. Je te pardonne. » Et d'un autre côté, à côté de Jason, on a Médée. Médée qui est là, qui est humiliée par la morale, mais qui décide de s'en substituer, qui se met au-dessus de la morale, ni bien ni mal. Médée qui, après toutes ces humiliations, décide d'aller jusqu'à l'infamie, d'aller jusqu'à égorger ses propres enfants. Ce qui est intéressant aussi avec Médée, c'est qu'on la voit dans un éternel retour, ou tout du moins une volonté d'éternel retour, où on sent qu'elle serait prête à revivre éternellement les actes qu'elle commet, qu'elle serait prête à les réitérer pour toujours, tant elle les confirme et tant elle affirme en elle-même ce qu'elle est. Ce qu'on voit également, c'est que Médée n'est pas là pour trouver justice, ni pour la rendre. Elle est seulement là pour faire ce qu'elle a à faire, ce que sa volonté lui dicte. Elle met sa volonté comme toute puissance et comme première instance. Et comme je le disais précédemment, elle va aller jusqu'à égorger ses propres enfants, enfants qui sont innocents et qu'elle sait innocents, seulement dans le but de faire souffrir le père. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du fait que Médée soit devenue folle à cause de la trahison, Médée est aussi devenue folle à cause de la morale que lui a fait Jason. Et on se retrouve dans une situation exactement similaire. Je vous explique pourquoi. Que fait Jason au moment où Médée tue les enfants, au moment où elle met le feu? Jason part. Il repart sur son cheval, il repart régner, il repart faire ce qu'il a à faire dans le fond. Et il n'éprouve ni tristesse, ni joie, il repart. Il laisse à ses gardes le soin de nettoyer, de régler les affaires. Et là, le lecteur aimerait faire le vertueux, aimerait faire le bon,
aimerait lui dire qu'il se trompe, qu'il ne devrait pas faire ça, que c'est mal d'abandonner ses enfants. Mais en réalité, que fait le lecteur à ce moment-là? À ce moment-là, le lecteur ne fait ni plus ni moins que ce que Jason a fait subir à Médée. Mais la pièce va également au-delà de ces quelques considérations nietzschéennes. On va retrouver également dans l'image de Jason cette image des hommes qui veulent absolument une femme pure, qu'on trouve notamment dans l'islam, avec une femme qui doit être vierge, qui doit être non salie de tous les péchés, une bonne halal. Bon, évidemment, à l'époque, Anouilh ne parlait pas de l'islam, pour s'entendre, et le lien qui pourrait être fait peut seulement se faire parce que c'est dans cette tradition-là qu'on le retrouve fréquemment aujourd'hui et où ce n'est pas encore réellement condamné. Là où les pensées féministes occidentales sont tout de même beaucoup revenues sur cette question et sur la question de savoir s'il était normal ou non qu'une femme ait eu plusieurs amants avant de se marier. Et à côté de tout ça, il y a aussi un élément qui est formidable dans Médée, c'est ce qu'on retrouve dans la pièce Les Justes d'Albert Camus, ce qu'on retrouve justement actuellement dans la situation dans laquelle se trouve Éric Zemmour, c'est que l'on a des personnes qui hystérisent le débat et qui se sentent opprimées, qui se sentent en souffrance et qui veulent réprimer la haine et l'offense par une offense encore bien supérieure. Ça, on le retrouve également dans la généalogie de la morale de Nietzsche. Pour comparer avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à Éric Zemmour, on a des personnes qui veulent combattre sa présumée haine, sa présumée méchanceté, etc., son racisme, son homophobie, son antisémitisme, j'en passe à des meilleurs. Et comment ils veulent le combattre? Pour certains, entendons-nous, ils veulent le combattre en ramenant des cocktails Molotov, de l'acide, en agressant des militants. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et est-ce qu'ils pensent réellement être légitimes à le faire? Et la réponse est oui. La réponse est oui. En s'appuyant sur Nietzsche, en s'appuyant sur la généalogie de la morale, on se rend compte qu'ils considèrent que du moment qu'ils sont les opprimés, du moment qu'ils sont les victimisés, tout du moins dans leur tête, quand bien même ce ne serait pas la vérité, alors ils considèrent que toute offense peut être une raison pour appliquer une offense encore bien supérieure. Et je m'arrêterai sur cet élément-là pour vous donner envie de lire le livre, c'est qu'en plus, Jean Anouilh a une profonde compréhension des relations hommes-femmes, dédicace à notre cher Stéphane Édouard, expert en relations hommes-femmes et en relations femmes-hommes, mais tout ce qu'il vient de faire, tout ce que je viens de vous expliquer, il le fait en seulement 70 pages. Est-ce que vous arriveriez à faire en 70 pages un si bel exposé? Je ne pense pas, moi non plus. C'est pourquoi je vous conseille d'aller lire ce livre qui est magnifique. Allez, je vous fais à tous des bisous et je vous dis à la prochaine.